France Maghreb 2. Merci d'être avec nous et bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est le grand forum qui débute votre talk de fin d'après-midi. Heureux de vous retrouver pour cette dernière de la semaine. Avant d'autant plus cette fête importante qui est l'Aïd al-Adha qui aura lieu, Inch'Allah, donc lundi prochain. Au programme de cette émission, écoutez, pas mal de choses intéressantes, notamment tout à l'heure, un petit clin d'œil signé à mort après 18h. On parlera du citron, quelque chose qu'on prend régulièrement. On parlera aussi de la télé, des programmes pour ce soir, de sport aussi. Il sera question de sport avec la journée de Ligue 1 et puis les performances du tennis, en particulier du tennis français à New York. Et puis le j'aime ou j'aime pas, la chronique qui a fait son apparition depuis lundi dernier, c'est-à-dire que je vous donne une série d'informations et nos chroniqueurs donc sont là pour dire s'ils aiment ou ils aiment pas, un peu comme le principe d'ailleurs des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et compagnie. Il y aura également les coups de cœur des chroniqueurs de Ousmane Timera et de Hamou Pouakas qui sont avec nous aujourd'hui, normalement aussi Tarek Mami, et puis l'avis tranché, leurs avis tranchés. Alors là c'est une réelle surprise, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Sinon dans l'actualité évidemment c'est cette nouvelle que qualifie l'Occident parle d'une provocation de Pyongyang, 5e essai nucléaire réalisé dans la nuit, vivement dénoncé donc par les États-Unis, mais aussi par l'allié chinois, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. On parlera aussi de Jean Ping au Gabon, qui a saisi hier la Cour constitutionnelle pour contester les résultats de la présidentielle du 27 août dernier. Et puis on parlera aussi bien entendu de l'enquête sur la voiture chargée de bonbonnes de gaz et retrouvée ce week-end à Paris. Elle progresse. 3 femmes ont été interpellées hier en banlieue. Elles préparaient des actions d'importance, nous dit-on. On fera le point bien entendu. Et puis on parlera aussi donc de l'UMP, des Républicains en l'occurrence, puisque les candidats à la primaire ont jusqu'à ce soir 18h pour remettre leur parrainage. Et nous dit-on, ça semble bien parti pour tout le monde, donc tout le monde va pouvoir y aller tranquillement. Pour l'heure et pour commencer, voici, et comme d'habitude, le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio et sur internet. Retour sur un épisode qui a quelque peu empoisonné la direction de la rédaction de France 2 cette semaine. En cause un reportage sur l'affaire Pygmalion concernant Nicolas Sarkozy qui devait être diffusé hier soir dans le cadre d'Envoyé spécial, dont Élise Lucet est aux commandes désormais. Sauf que ce reportage a été retiré et puis finalement, après un accord obtenu hier entre Élise Lucet et Michel Field, le patron de la rédaction de France 2, il sera bel et bien diffusé le 29 septembre prochain. Et bien pour l'instant, France 2 s'est contenté de diffuser un extrait de ce reportage d'Envoyé spécial dans son journal de 20h de David Pujadas hier soir, et j'ai choisi de vous faire écouter l'extrait d'un homme qui est mis en cause, mis en examen, sollicité par Nicolas Sarkozy à l'époque, sauf que Nicolas Sarkozy est devenu amnésique et assure n'avoir jamais entendu parler de lui. Écoutez. Lors de son audition chez le juge, Nicolas Sarkozy a prononcé son nom à 34 reprises. 34 fois, il le met en cause. On me demande de comparer ma campagne au mensonge de Monsieur Attal. En février 2012, je n'ai jamais entendu parler du nom Pygmalion. Je ne connais pas Monsieur Attal. Franck Attal était en 2012 l'homme qui a guidé sur scène le président candidat à plus de 40 reprises. L'organisateur de tous ces meetings que Nicolas Sarkozy semble aujourd'hui avoir oublié. Il ne me connaît pas. On s'est croisés 45 fois sur les meetings. Il m'a suivi 45 fois pas à pas pour retrouver son pupitre. Il m'a appelé une trentaine de fois pour s'assurer que celui qui appuyait sur le bouton était physiquement là et pouvoir se détendre. Mais en 2016, il ne me connaît pas. Franck Attal est l'ex-directeur de la filiale événementielle de Pygmalion, la société choisie par l'UMP pour organiser les meetings. Il parle pour la première fois. Son témoignage est essentiel. C'est lui qui a permis aux enquêteurs de remonter la piste du financement illégal présumé de la campagne de 2012. Nous n'avons pas peur car nous sentons fort. Franck Attal a peaufiné tous les meetings, passé toutes les commandes avec les fournisseurs et avait accès aux factures. Il est le premier à avoir vu la campagne déraper, les meetings se multiplier et se transformer en show à la demande de l'équipe Sarkozy. On ne va pas diffuser que de l'image de l'intervenant à la pupitre, mais on va diffuser une salle en folie. On veut dans les images voir les gens crier un nom, lever un drapeau, etc. Il faut qu'on voit l'effervescence que produit notre candidat.
bah ça représente un coût. Ce drapeau tricolore. Des drapeaux commandés par dizaines de milliers. Des décors somptueux. Des scènes grandioses. L'équipe de campagne exige le meilleur. Franck Attal doit engager de plus en plus de frais. Le risque ? Dépasser le maximum autorisé par la loi. 22,5 millions d'euros. Mais d'après Franck Attal, ses clients avaient préparé un stratagème. Après une dizaine de meetings, il assure avoir été convoqué par Jérôme Lavrieux, le directeur adjoint de la campagne. Jérôme Lavrieux me dit écoute, on a un sujet, voilà, on a dépensé beaucoup d'argent, on a fait beaucoup de meetings plus que prévu et on a un plafond dans les comptes de campagne qui va être très vite atteint et donc on va pas pouvoir continuer comme ça. Donc moi au début je ne comprends pas, je dis oui, mais donc faut arrêter les meetings ou... Et là, la situation, non, on va pas arrêter, il faut qu'on continue, on peut pas, il faut faire des meetings, c'est important, etc. Donc vous allez vous déplacer la facturation. Et là, sincèrement, je comprends pas au début, c'est-à-dire déplacer la facturation. Et il dit, vous nous livrez les meetings dans les formats habituels et il y aura une partie de la facturation liée au meeting que vous allez facturer à l'UMP. Et du coup, ça nous permettra de tenir la ligne du compte de campagne. Je vous rappelle que le reportage en question sera diffusé dans son intégralité. C'est ce qu'a annoncé en tout cas Élise Lucet dans le cadre de la nouvelle formule d'envoyé spécial le 29 septembre prochain. Passons maintenant à ce qui s'est passé hier soir et l'arrestation de ces 3 femmes qui projetaient visiblement de commettre des attentats, notamment dans les gares parisiennes. C'est ce qu'a révélé en tout cas Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, hier soir lors d'une conférence de presse. Une opération antiterroriste conduite par la Direction générale de la sécurité intérieure sous l'autorité de la justice s'est déroulée ce soir dans l'Essonne, à Boussy-Saint-Antoine. Elle a permis l'interpellation de 3 individus, 3 jeunes femmes, impliquées dans la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz dans la nuit de samedi à dimanche à Paris, dans le 5e arrondissement. Ces jeunes femmes, âgées de 39, 23 et 19 ans, radicalisées, fanatisées, préparaient vraisemblablement de nouvelles actions violentes et de surcroît imminentes. Un policier de la DGSI a été blessé au couteau, à l'épaule, au cours de cette opération. Il est actuellement hospitalisé sans que ses jours ne soient en danger. Je lui souhaite un prompt rétablissement et lui adresse l'expression de ma reconnaissance, de ma gratitude, ainsi qu'à ses collègues qui ont dû ouvrir le feu face à des individus armés de couteaux qui ont blessé un des leurs. L'une des 3 femmes interpellées a été blessée au cours de cette opération. On aura l'occasion évidemment d'y revenir tout à l'heure avec nos chroniqueurs. C'était le zapping, c'était les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la radio, à la télé et sur internet. Bonjour Ousmane Timera, comment ça va ? Ça va très bien, salam à tous. Donc je vous ai vu très attentif au cours de ce zapping qui était assez court ma foi. On a abordé 2 sujets dans ce zapping, donc Big Malion, le reportage censuré au départ, puis a priori qui va être remis et diffusé dans son intégralité. Et certains d'ailleurs n'hésitent pas à parler de pression de l'intéressé pour pas que ce reportage passe. Bref. Et puis donc Cazeneuve et ces nouvelles arrestations hier. On parle de démantèlement d'une cellule terroriste ici en France. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Les deux. Et les deux sont en lien d'une certaine manière. La déliquescence ou le délitement de la société se signale par la sclérose du haut. Quand on a un ancien président, un président ou un président, en tout cas une personne qui veut devenir présidente et qui était président auparavant, être dans de telles malversations, en tout cas en apparence, en tout cas il y a eu une faute. Si c'est pas de lui directement, ça la justice le jugera et nous le démontrera. En tout cas, son entourage a participé à une fraude. Et de ce fait, répond à cela en reflet, même si c'est pas la même chose, une situation où une partie de la société, des jeunes, musulmans ou pas, se mettent à vouloir attaquer leurs concitoyens. Donc ça dit beaucoup sur la société. Ouais, la situation est malade. Voilà, quand un corps part dans tous les sens,
ça veut dire que le corps est malade de l'intérieur. Et il faut le soigner. Et c'est peut-être pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Non, en ce moment on crache, on dit du racisme, on fait des débats sur la Burkini, on parle de déchéance de nationalité. J'en passe les meilleurs. On met du feu quoi, là où il faut éteindre. Ouais. Ousmane Timera qui est avec nous, Amou Bouakaz qui est un peu en retard. Bon, il est pardonné, il arrive dans un instant et on va aborder ensemble. Ton avis tranché, Ousmane, sera quoi? Il y a eu un congrès en Grozny. Ah, je parlais bien. de ça. Très bien. Et le coup de cœur? Mon coup de cœur, je vais te le dire tout à l'heure. Très bien, à tout à l'heure. Donc si vous voulez connaître le coup de cœur d'Ousmane Timera, restez évidemment parmi nous. Votre talk de fin d'après-midi avec Ousmane Timera, qui est là et arrivé à l'heure, contrairement à Monsieur Bouakaz. Bonjour, mais parce que les vedettes, ça arrive toujours un peu en retard, toi. Ah, ça y est. Mais qui se les raconte, tu vois. Il se porte le bourrichon, le monsieur. Ouais, parce que bon, c'est circulation à Paris depuis qu'il y a Anne Hidalgo, ça roule vraiment plus. Ah oui, parce que Delanoë, ça roulait bien peut-être. Ah, grave. Ah oui. Ah ouais, oui. Les voies de bus, tout ça, ça a pas foutu un bazar total. Non, très. Ah non. Par rapport à maintenant, franchement, faut le regretter. Hein. C'est pas un peu partisan, ça, dis donc. Ça commence fort. Comment ça va, vous? Du grand Bertrand se levèrent les partisans. Très bien. Il faut avoir une culture marxiste pour connaître ça, c'est pas. Comment ça va, vous? Alhamdulillah, tu vois, ça va très bien. On est vendredi, il fait beau. On vient au Grand Forum, l'émission qui monte dans le PAF, donc c'est cool quoi. Bon, Amo, vous avez écouté le zapping dans la voiture? J'ai écouté le zapping, j'ai kiffé. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait Sarkozy, kiffer? il est vraiment aveugle en fait. Ah bah après, il voit pas le mec 34 fois qui lui parle. Soit aveugle ou sourd, ou je sais pas. Enfin, il a un problème de handicap, et pourtant il s'en est pas tellement occupé des handicapés. Non, mais bon, je veux dire, c'est marrant parce que ça serait au Venezuela ou n'importe où ailleurs. Et tout le monde se marrerait. Il y aurait Robert Ménard qui aurait déjà fait un reportage sur la presse muselée. Mais comme c'est en France et que c'est Sarko, tout le monde s'en fout. Donc c'est bon, voilà quoi. Ouais, c'est sûr. Jésus-Marie, quelle décadence, quelque chose est pourri dans mon royaume de France, disait déjà Jean Ferrat il y a quelques années. Ah, nouvelle qui vient de tomber, qui va intéresser tout le monde. Mariton a réuni les parrainages nécessaires pour être candidat aux primaires. Ah bah parce oui, qu'il y avait une incertitude concernant Mariton. Il nous aurait manqué quand même, voilà. Mariton. Parce que... Donc alors là, il y a tout le monde visiblement qui a réussi à obtenir les parrainages. Non, t'as pas Guénaud, t'as pas Morano, t'as pas... Guénaud s'était présenté? Ouais. Ah, mais ils étaient une quinzaine au moins. Hein. Il y avait qui? T'as pas, je pense que Geoffroy Didier non plus. Ah, d'accord. Mais Morano va nous manquer quand même parce que. Ouais, moi j'aurais bien aimé que ce soit Morano plutôt que NKM. Parce que bon, NKM, elle va dire des trucs policiers, tu vois, des trucs, à parler de nouvelles technologies, ça va être sérieux. Alors que Morano, on aurait pu se marrer un moment quand même. Ah, parce qu'elle en tient une couche quand même. Hein. Ah, elle est balèze. Non, mais elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout haut. Tout bas, pardon. Enfin, tu vois. Alors ce matin, Alain Juppé, était interrogé chez nos confrères de BFM TV et RMC auprès de Bourdin. Ouais, et sa dernière question. RMC, tu sais ce que c'est? Ouais, non, c'est la radio des 1000 conneries. D'accord. Ouais, enfin, il y avait d'autres conneries ailleurs ce matin. Je t'en parlerai après. Ah bah, oui, sur RTL notamment. Ah, c'est chaud. Ah oui, très chaud. Alain Juppé, donc à la dernière question posée par Bourdin, est-ce que vous êtes favorable à l'élection, enfin au vote, pardon, des étrangers aux élections municipales? Il a dit non. Ouais. Mais en même temps, si tu veux, aujourd'hui, au moins lui et les francs. Vu que, enfin, ça c'est vraiment la promesse qu'on appelle, c'est la première promesse écologique, c'est la promesse durable. Hein, c'est la promesse que tu peux recycler de 81 à 2016, elle dure toujours. C'est ça. Et donc c'est vachement mieux. Moi je préfère un mec qui dit je suis pas pour, je vais pas le faire. Sous-entendu, même si je suis pour, on est au courant. Je vais pas m'emmerder avec ce débat parce que c'est un débat pourri, plutôt que des mecs qui vont faire voter des millions de gens sur cette aspiration et qui vont les décevoir. C'est ça. Donc pas de déception visiblement. Là, on est au courant avec Alain Juppé. Juppé d'ailleurs a fait une prestation qui me paraît, quand on la compare avec les autres prestations des autres hommes politiques, être la seule aujourd'hui du niveau d'un président de la République. Est-ce que tu es aussi optimiste, Ousmane, concernant Juppé? Non. Je suis pas optimiste. C'est pas une question d'optimisme. C'est moi je dis le niveau par rapport au. Moi je dis que si le meilleur d'entre eux, c'est pour reprendre notre ami Chirac, c'est Alain Juppé, on ira des pâquerettes. Quel est vraiment, par rapport aux enjeux exceptionnels dans lesquels on se trouve aujourd'hui, quel est l'homme politique qui arrive à donner une proposition innovante, audacieuse, parce que c'est de ça dont on a besoin pour la France. Je veux dire, super. On est au bord de, entre guillemets, il y en a certains qui voudraient qu'on soit au bord de la guerre civile. On lui pose une question sur les étrangers, c'est pas un hasard si on pose cette question-là, oui. Sur le vote, la participation à la France. La participation aux décisions publiques, l'intégration, l'assimilation, comme ils aiment à le dire. Donc des étrangers qui vont participer aux décisions publiques, ils disent non. Quelle audace!
Quelle merveilleuse conception de la France. C'est toujours le même refus de la diversité, de l'existence d'étrangers qui sont là pendant 20 ans, 25 ans, ils peuvent pas voter. Par contre, un jeune homme à peine boutonneux qui a 18 ans, lui peut voter. Attends, mais Ousmane, c'est même pire que ça. Un étranger européen, lui aussi peut voter. Oui, ça montre effectivement. oui. Donc, ça montre qu'effectivement, on est dans une idéologie de pure. Je pense qu'aujourd'hui, un homme politique français qui est sage ne va pas rentrer dans ces débats. Et moi, je comprends parfaitement Juppé, parce que évidemment, si il était entré dans ce débat en disant, moi, je souhaite que les étrangers puissent voter, eh bien, il aurait été complètement disqualifié dans son camp. Donc moi, je pense qu'un homme politique intelligent, c'est un homme politique à un moment donné qui est pragmatique et qui n'enfourche pas les chevaux, qui ne peut pas monter. Voilà. Oui, mais moi, je comprends ce que vous voulez dire. Le problème, c'est qu'on a des hommes politiques qui sont trop pragmatiques. On n'est que dans la tactique. Il n'y a pas de conviction. Je pense que c'est pire que ça. On n'a même pas d'homme politique. Il y a, au moins, on se rejoignez sur ce terrain-là. On se rejoint. Donc, voilà, vous vous rendez compte que c'est Alain Juppé. C'est Alain Juppé qui a été condamné. Mais est-ce qu'on peut dire le moins pire, peut-être? Est-ce qu'on peut utiliser la formule le moins pire? Non, mais, de ce qui nous est proposé, en tout cas, de ce qui apparaît. L'histoire qu'il a été condamné. Ils ont été expliqués ce matin. Voilà, non, mais non seulement ça, mais moi je peux pas à la fois dire qu'il faut donner une deuxième chance à ceux qui ont des soucis dans la vie et lui jeter la pierre parce qu'il a été condamné. Moi je lui jette la pierre en premier parce que ce sont eux justement qui donnent pas une deuxième chance à des gens comme nous. Donc moi c'est là-dessus que je l'attends. C'est est-ce qu'il va être capable d'être celui qui va remettre en quelque sorte cette politique inclusive en œuvre. Non. Parce qu'on va être dans le baratin. Il n'en sera pas capable et n'en a ni les moyens ni l'espace. L'envie peut-être. Mais je ne pense pas qu'il en ait l'envie. En tout cas, c'est un très bon maire de Bordeaux. Beaucoup de gens le disent. Je pense que c'est un type qui a réfléchi. Je pense que c'est un type qui peut-être a une vision. Et je pense qu'il est quand même dans un camp où c'est très compliqué à ce stade, compte tenu du glissement de la droite vers l'extrême droite, de porter ces thématiques. Mais je ne désespère pas que si par exemple un deuxième tour l'oppose à Marine Le Pen et que les forces de gauche et que les forces de gauche le soutiennent, j'imagine qu'il pourrait réfléchir à donner quelques gages, disons, prendre en compte pour nous prendre en compte quelques petites miettes de pain. Non, prendre en compte certaines aspirations. Je pense que voilà. Non, enfin moi j'ai aucun espoir sur cette élection-là et même pour celle qui viendra après. Donc présidentielle, législative. L'essentiel, c'est qu'il faut revenir. Non, même pas législative. Il y a trop de votes dans ce pays. Il faut qu'on respire. C'est qu'à un moment donné qu'on laisse le corps social se reposer et se retrouver, qui est un renouveau. Alors qu'est-ce qu'on fait, Ousmane? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je pense qu'il faut ça va se renouveler comment? Non, il faut un mouvement. Il faut un mouvement qui n'est pas intéressé aux prochaines élections, qui se donne les moyens de changer les règles du jeu en profondeur. Ça s'appelle une révolution. Ouais, donc ça, tu vois, on est dans le grand forum, donc on est dans le grand dream, quoi. Hein. I have a dream. J'ai un grand rêve. Si les Français voulaient bien se lever et faire la révolution. Ça se provoque. Moi, Ousmane Timéra. Non, mon ami, non. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique. Oui, mais malheureusement, ce sont les pragmatiques comme vous qui font que la vie n'avance pas. Et ce sont des rêveurs. Ah si, premier tac. Je le dis comme je le pense. Au moment où, et dans l'histoire, à chaque fois c'est vrai qu'en dormant, les plus grands bouleversements, en se croisant les mains et en attendant que la révolution arrive, ça veut dire avance. non, c'est pas ça. Une révolution, c'est pas couper des têtes. Une révolution, ce sont d'abord des idées qu'on diffuse. C'est des réflexions. Ce sont des gens qui ont le courage de croire en ce qui est au-delà. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a eu des grands bouleversements, demandez à ceux qui l'ont vu venir, ils l'ont pas vu venir justement. Ils n'y croyaient pas. Et comme ce que tu disais, il disait cet ordre-là est éternel, l'hiver, c'est pour toujours, il n'y a pas de printemps après. Là, mon cher Ousmane, il me semble plutôt que ça relève du grand baratin, en fait. C'est pas du baratin, c'est juste l'histoire, mon ami. Et puis, tu sais, il faut quand même faire gaffe, parce que les révolutions, moi, j'en ai entendu parler pas mal. Il m'est arrivé même moi-même d'être révolutionnaire. Puis quand tu fais les comptes, tu t'aperçois que Mao, 100 millions de morts, Staline, 50 millions. Parce que c'est ta tradition marxiste qui parle. Moi, je suis pas marxiste, moi. Je crois que la révolution islamique d'Iran. Mais je suis pas non plus un islamique. Ah ouais, mais toi, t'es quoi, toi? Non, mon ami. T'es un ousmanique, toi. Je suis un être humain qui regarde l'histoire pas à l'aune seulement.
Non, mais il y a de grandes aspirations. Et les grandes révolutions de ce monde ne sont pas politiques. Elles sont d'abord avant tout spirituelles. Et ensuite viennent le politique. La Révolution française n'est que la conséquence de la Renaissance, qui elle-même est la conséquence de la réforme protestante. Mais non, mais c'est évidemment beaucoup plus sioux que ça, parce que tu as aussi des bouleversements économiques qui permettent à des classes sociales d'émerger. Certes, mais ces bouleversements économiques ont eu lieu quand il y a eu un bouleversement dans les idées. Oui, mais les idées, c'est ce que l'histoire nous montre. Notamment l'histoire de l'Occident. C'est pas que spirituel, si tu veux. Non, ça commence. Alors, messieurs, autre moment aussi, avant d'accueillir Mohamed, on va peut-être accueillir maintenant le pauvre Mohamed, qui nous appelle au 08 92 23 99 50. Je dis le pauvre pour pas qu'il attende longtemps et qu'il paye trop cher. 08 92 23 99 50, parce qu'on est dans temps de crise, on s'intéresse au portefeuille de nos auditeurs. Mohamed, bonjour. On vous écoute, Mohamed. Oui, bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Salut à tout le monde, salut à Ousmane particulièrement, que je suis assez souvent. Merci, salut à toi. Je voulais poser une question à Ousmane par rapport à ce qu'il vient de dire, à son désespoir quant aux élections qui suivent. Est-ce que, j'aimerais savoir s'il s'est renseigné ou est-ce que ça l'intéresse les procédures nouvelles dont on parle très souvent actuellement sur Internet, notamment Monsieur Étienne Chouard, sur le tirage au sort des assemblées plutôt que de l'élection. Ah, oui. Avoir son sentiment. Je suis au courant des thèses d'Étienne Chouard. Oui, je suis au courant de ces choses-là. Ce sont des propositions. Notamment, on essaye de mettre en place ce qui se faisait auparavant à Athènes. Il y avait une partie des dirigeants athéniens qui étaient tirés au sort. Pour ma part, je suis pas tout à fait d'accord avec l'esprit du tirage au sort. Je trouve que c'est donner la responsabilité humaine au hasard. C'est la collectivité qui doit décider de qui dirige, dans quelles conditions et dans l'esprit d'égalité. Donc ça peut se construire. Alors c'est peut-être mon côté musulman et africain qui parle, mais je pense que le hasard, ça veut. C'est un mot arabe par ailleurs. C'est pas. Oui, bon. Ça peut être. Donc, est-ce que par exemple pour vous l'élection, elle est un système, enfin c'est un système assez convenable, c'est-à-dire que qu'on a à 51% par rapport à 49, c'est suffisant pour dire que la population a décidé. Non, je ne pense pas. 51, c'est le score supérieur à 49. Oui, je ne pense pas que ça soit suffisant, mais c'est un bon départ. C'est pour ça que je pense qu'il faut que les autres aussi soient représentés, qu'il y ait une proportionnelle. Vaut mieux 51 que 99% ou c'est quoi le truc? Non, c'est l'idée de dire que même si on est par exemple à 70%, qu'il y a 30%, ces 30% ils existent quand même. Ouais, donc ils ont le droit d'être aussi représentés. Ah oui. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, la logique même du système démocratique libéral, c'est une logique de concurrence. C'est-à-dire on a remplacé la guerre de tous contre tous par la démocratie où au lieu de se taper dessus pour le pouvoir, on le fait à tour de rôle, mais il y a toujours la logique de concurrence. Donc je pense qu'il faut dépasser à un moment donné cette logique-là. Dépasser la concurrence ne veut pas dire l'éliminer. On n'élimine pas l'émulation ou la concurrence. C'est la transformer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc donner les moyens au système de représenter tout le monde, qu'il y ait une interaction de l'ensemble de ces points de vue, et que il y a quand même un moyen de fixer une direction, parce qu'il faut quand même diriger. Et quand on dirige avec sa majorité. Ouais, c'est bien, mais bon. Merci Mohamed. C'est pas très recyclable dans l'action. Et Mohamed, mon point de vue, il t'intéresse pas en fait, c'est ça? Il posait la question Ousmane. Bien sûr que si. Non, je déconne. Non, mais parce que moi, je suis tout à fait favorable au tirage au sort. Mais c'est-à-dire que je considère que aujourd'hui, le système démocratique ne pourra pas être aéré autrement que en changeant un certain nombre de mécanismes et en donnant par le hasard l'accès à un certain nombre de gens dans les assemblées électives. Alors par contre, ce qu'il faut faire en même temps, c'est proposer un système de formation qui permette à cette personne qui aura été tirée au sort de prendre sa place dans les organismes décisionnels. Pour ma part, quand j'étais adjoint au maire, par exemple, dans nos assemblées de quartier, il y avait beaucoup de gens qui étaient tirés au sort. Et eh bien, ça donnait des assemblées qui étaient beaucoup plus diverses et des points de vue tout à fait originaux, parce que le problème de la démocratie d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce ne sont pas les meilleurs qui sont proposés aux élections. Ce sont ceux qui sont proposés par les parrains des différentes mafias légales qui peuvent s'affronter. Donc ça devient de plus en plus mafieux comme système, et je pense que c'est largement à bout de course.
Alors, tout à l'heure, on parlait de ce qui s'est passé ce matin concernant la Juppé à la radio. Autre moment aussi délicat, une radio d'ailleurs que vous connaissez un petit peu, Monsieur Bouakaz. Je l'ai connu dans une dans une vie antérieure. S'agissait d'RTL. Alors que j'allume ma radio comme énormément de millions de personnes le matin et qu'entends-je Éric Zemmour en train de débattre. Et alors là, Éric Zemmour est parti dans une diatribe anti-islam, anti-musulman, sans que, et c'est là le plus grave, sans que le journalisme n'ait à couper ou à peut-être recadrer, essayer de minimiser un peu les propos qu'on peut qualifier de tous les noms, parce que franchement c'était sur une grande radio à heure de grande écoute, parce que le morning, j'apprends rien à personne, le morning c'est dire le moment le plus écouté à la radio, c'est le matin. Et donc devant des millions de gens, Zemmour est parti dans une diatribe anti-musulman, anti-islam, n'hésitant pas même à dire que la bataille d'Alger allait bientôt revenir en France, que on était soumis par l'islam, que toutes les femmes qui portent le voile font le djihad. Enfin bref, et voilà ce qu'on a pu entendre. Alors, ce qu'il faut observer au-delà de tout ça, parce qu'à la limite on a l'habitude, c'est... Comment tu veux faire de l'audimat, Christophe? Oui, mais alors, attendez, monsieur Amoubouakaz, là, c'est là où on va peut-être se rejoindre, et Ousmane, c'est que aujourd'hui, vous avez donc ces radios qui ont beaucoup d'annonceurs, donc beaucoup de publicité, et beaucoup d'auditeurs, donc ils ont besoin d'auditeurs pour avoir de l'argent et de la pub. Si un jour cette communauté musulmane acquiert un petit peu de maturité, et prenez exemple d'ailleurs sur certaines communautés, dès lors qu'il y a des choses qui sont insultantes, raciste, islamophobe, il est très facile de prendre son téléphone, de dénoncer ou de parler ensemble de ce qui se passe, mais il est encore plus facile de prendre la plume et le clavier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui interdit aux musulmans de s'unir, pour une fois, et d'écrire ensemble un papier, d'alerter qui de droit? Aujourd'hui, c'est très simple d'envoyer un courrier au CSA, comme on l'a fait d'ailleurs dans le passé. Moi, je trouve franchement que cette communauté est dans l'inaction la plus totale, et aujourd'hui, comme le disait Kerry James, ils ont parié sur notre division et pour l'instant ils réussissent à merveille. Absolument, mais d'ailleurs en fait cette séquence Zemmour, ça a l'air d'être la séquence d'RTL de la semaine, puisque Zemmour s'était déjà exprimé de cette façon. Ça a été relayé par Fogiel dans son émission On refait le monde, et c'est le buzz de la semaine sur RTL. C'est-à-dire que ils ont dû faire des études dégueulasses. Ils ont dû faire des études voyant que BFM avait enfourché ce cheval, que BFM proposait progresser dans l'audimat, et ils ont enfourché ce cheval. Je n'y vois pas de lien immédiat entre le fait que je n'y sois plus, mais on pourrait le faire, hein, parce que il est très clair que il y a un virage qui est pris aujourd'hui, mais d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais beaucoup de forces concourent aujourd'hui à une hystérisation de la communautarisation de la société française. C'est-à-dire que tout semble être mis en place pour un affrontement entre les composantes de la société française. Et cette avant-garde de Zemmour sera suivie d'autres qui vont essayer d'hystériser la non-appartenance des musulmans au corps universel français. Alors Ousmane, dans ce livre qui va sortir, hein, donc écrit par cet énergumène, il révèle que apparemment il y allait avoir une reconquête de la banlieue avec l'aide d'Israël. Ah bon? Ah oui, il n'hésite pas à le dire, c'est dans le livre de Zemmour. Hein. Bon, déjà je comprends ton humeur et pourquoi tu dis ainsi, mais je n'emploierai pas le terme d'énergumène, même si je ne suis pas d'accord avec Éric Zemmour. Non pas par respect pour lui. Tu veux dire olive en berbère, hein, si je ne m'abuse. Olive. C'est vrai. Zemmour, bien sûr, mais il est aussi français que moi. Éric Zemmour, c'est un camion. Mais moi, ce que je donne comme conseil à la France, aux Français et aux musulmans, ce qu'on est en train de voir, c'est rien du tout. Les choses sont enclenchées de telle sorte que je pense qu'on aura du mal à arrêter le train qui est en train de rouler à pleine vitesse vers effectivement cette confrontation que d'aucuns veulent scénariser et veulent mettre en place. Donc il s'agit maintenant de se donner les moyens de la résistance intellectuelle, la résistance spirituelle, la résistance économique et culturelle. Pourquoi je dis ça? Parce que on est dans l'émotion, dans l'émotivité, et c'est pas évident. On peut réagir à tout bout de champ à n'importe quelle personne qui va parler. Je pense que la parole va se libérer de plus en plus. Donc on a besoin que nos intellectuels, nos leaders, nos responsables de radio, nos hommes politiques, à un moment donné,
dessine une vision, une stratégie, et que l'on se donne mutuellement des coups de main pour résister. Ça va être extrêmement dur. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est rien du tout. Et en même temps, j'aimerais rappeler la chose suivante. Je réfléchissais à ce qui s'est passé avec nos amis juifs. On a essayé de les exterminer dans ce continent, et ça n'a pas réussi. Et pourtant, dans leur persévérance et patience, pour la grande majorité de ceux qui ont vécu ces drames-là dans les années 30 et 40, c'est en partie à cause de cette persévérance que la génération suivante a réussi à tirer des leçons de ce qui leur est arrivé et à être respectée telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, j'espère qu'on va pas atteindre quand même cette catastrophe pour que nous aussi on soit respectés en Europe. Ouais. Mais il faut qu'on se prépare, qu'on se concentre sur nous-mêmes et qu'on se donne les moyens d'agir. Pour revenir à l'affaire de Zemmour, je crois qu'il a pas compris la leçon quand il s'est fait virer d'ITélé. Il a pas été viré comme ça. Il y a des gens qui ont appelé, qui ont boycotté, qui ont mis un gros coup de pression sur le groupe Canal+. Ouais. Et donc de ce fait, je pense pas que la communauté musulmane soit une communauté, comment dire, comment t'as dit tu vois, attentiste, comme tu veux. Non, elle n'est pas attentiste, elle est de plus en plus active. Maintenant, on a besoin peut-être de guides ou de personnes. Moi, le cas Zemmour, par exemple, ils ont réussi à faire virer ce mec-là. Moi, je pense qu'on va refaire la même chose pour RTL, c'est tout. Parce que s'il y a 120 000 protestations, je veux dire, auprès du CSA ou même en alertant directement la rédaction d'RTL, crois-moi qu'ils vont commencer à regarder. Alors on le fait d'ici. Moi, j'appelle toutes celles et ceux qui sont en train de nous écouter ici, tous les leaders d'opinion, toutes les personnes qui sont dans des réseaux, qu'on essaye de faire tomber Éric Zemmour d'RTL. C'est au portefeuille que ça se passe. On y va, les gars. De toute façon, c'est l'audimat qui compte dans ces chaînes-là. Exactement. Donc si jamais vous êtes 120 000, 100 000, 200 000 personnes à indiquer que ces propos sont inadmissibles et qu'on demande des excuses ou sa démission, vous verrez que ça marchera. C'était ce matin à 8h15 sur RTL. Voilà. Je vous signale que c'est pas les mêmes intérêts qui détiennent. C'est vrai, c'est pas pareil. RTL, et je pense que la communauté n'a rien à voir avec l'éviction de Canal+. C'est le PDG qui sait à qui il vend et qui a. C'est surtout un certain prince. Qatar. Oui, voilà, donc soyons clairs. Mais ce monsieur du Qatar, comment il a été mis au courant? Il était au courant parce qu'effectivement, lui-même, il y a peut-être eu des gens. Il y a eu des choses qui sont passées. Moi, en l'occurrence, j'étais en contact avec ceux qui ont lancé ces pétitions-là et ils m'ont indiqué de quelle manière est-ce qu'ils ont eu l'ambassade du Qatar. Enfin bref. Je veux dire, moi, je crois que la question de fond, c'est de savoir si réellement les musulmans de France ont encore raison de se considérer comme français faisant partie intégrante de la communauté française, souscrivant au modèle universel français qui comprend la liberté, l'égalité, la fraternité, un certain modèle de société laïque. Est-ce que nous avons raison de continuer à croire que nous pouvons occuper la place qui nous revient dans ce modèle, ou est-ce que ce sont ceux d'entre nous qui parient sur une communautarisation de la société, qui font du community organizing et qui s'organisent en dehors du modèle universel, qui vont gagner la bataille et qui vont sauver en fait l'islam du marasme dans lequel il est, quitte à ce que le modèle français se transforme. Pour moi, c'est l'enjeu des 10 prochaines années. Pub, et on se retrouve dans un instant avec les avis tranchés à découvrir de Ousmane et d'Amou. À tout de suite. Amou Bouakaz, il est là. Ousmane Timera, il est là aussi pour commenter l'actualité, nous livrer dans quelques instants leurs avis tranchés. On va saluer aussi Tarek Mami qu'on est ravi de revoir. Il est bien reposé. Donc pour le grand forum sur France Maghreb 2, avec vous chers amis auditeurs, auditrices, avant de passer à vos avis tranchés, je voulais parler de ce qui fait la une de l'actualité internationale ce matin. Vous avez tous vu ça ce matin. C'est le plus puissant jamais mené à ce jour, c'est la Corée du Nord qui a procédé à son 5e essai nucléaire. L'information a été confirmée donc par la télévision officielle nord-coréenne qui a salué un essai réussi qui prouve la capacité à monter une logique nucléaire donc sur un missile, un engin sur un missile. Un test qui a aussi provoqué un tremblement de terre d'une magnitude de 5,3 en plein milieu de la nuit. Et de Washington à Moscou, vous en doutez, en passant par Paris aussi, cet essai a suscité l'indignation dans la communauté internationale. Le chef de la diplomatie américaine John Kerry l'annonce, les États-Unis et la Russie vont saisir l'ONU
viser en premier le chef, le voisin sud-coréen. La présidente d'ailleurs donc estime que ce test témoigne de l'inconscience maniaque du dirigeant nord-coréen. Même la Chine d'ailleurs, pourtant seul allié de Pyongyang, a réagi. Et c'est dans un communiqué qu'elle l'a fait, publié par le ministère des Affaires étrangères, que Pékin donc a fait part de sa ferme opposition à l'essai nucléaire nord-coréen. Quel est votre avis sur ce nouvel essai nord-coréen mené cette nuit? C'est une hypocrisie des grands pays qui est absolument patente. On voit bien que la Corée du Nord n'aurait jamais pu développer l'arme atomique sans une aide implicite ou explicite d'un certain nombre de pays. Contrairement à ce qu'on dit, le président de la Corée du Nord n'est pas du tout un fou. C'est simplement l'incarnation d'une nation, et c'est quelqu'un qui raisonne et qui a un objectif qui est de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, et il sait que en faisant ce chantage à l'arme atomique, eh bien il va avoir des facilités d'un certain nombre de pays pour pouvoir desserrer les taux par rapport à ses habitants et augmenter leur niveau de vie et éviter une révolte qui ne manquerait pas d'arriver si la situation devait perdurer, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes alimentaires, beaucoup de problèmes de travail, beaucoup de problèmes voilà, donc c'est très compliqué. Le seul allié qu'avait Pyongyang et la Corée du Nord, c'est la Chine, et même la Chine les a lâchés, Ousmane. Oui. Moi, je pense pas qu'elle les a lâchés. Bon, elle fallait qu'elle fasse une petite déclaration histoire de faire plaisir à tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est pas la réalité ne se passe pas devant les déclarations au Conseil de sécurité. C'est ce qui se passe en sous-main. Et comme l'a dit mon collègue ici, la Corée du Nord ne tient que parce qu'on l'a fait tenir. C'est tout. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que qu'elle reste. Elle sert un certain nombre d'intérêts. De part et d'autre. N'oublions pas quand même que l'histoire de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, c'est issu d'une confrontation entre le bloc communiste et les États-Unis, d'une part, et surtout qui ont pris la place d'une autre ancienne puissance qui était la France. Donc c'est quand même la conséquence impérialiste occidentale entre guillemets que nous subissons jusqu'à présent. Moi je m'inquiète pas autour de cette affaire de bombe atomique ou autre chose. Le mec il est pas fou, et je suis tout à fait d'accord aussi avec l'analyse de notre ami. Moi je pense que la meilleure manière de ne pas régler un problème politique, c'est de traiter le dirigeant qui la met en place de fou. Donc on ne veut pas traiter le problème, quoi. Effectivement, un pays, un président, il a des intérêts politiques, il veut se maintenir au pouvoir, il veut pas se faire renverser. Bon bah il va faire ce qu'il faut pour susciter l'admiration de son peuple à l'interne en montrant qu'il est fort, et puis en même temps indiquer à ceux qui sont à l'extérieur, vous avez intérêt à accéder à mes demandes si vous voulez pas que ça vous pète à la figure. Mais le monsieur il est pas fou, il fera pas péter quelque chose ni sur son territoire ni ailleurs. Donc pas de raison d'être inquiet, quoi. Non. Bon, disons que si, c'est quand même inquiétant, parce que ça veut dire que il y a des gens qui sont susceptibles de détenir l'arme atomique. Bah il y en a plein, il y a les États-Unis qui l'ont, et qui pourraient éventuellement s'en servir d'une façon inquiétante. C'est une région dans laquelle les risques de guerre augmentent, et c'est pas une bonne nouvelle. Mais je veux dire, cette course-là aux armements, elle est lancée depuis longtemps, et cet essai c'est le petit bout de la lorgnette. C'est vrai, mais moi je trouve qu'il y a une hypocrisie. Je reviens notamment sur ce qui s'est passé aussi avec l'Iran et d'autres pays. C'est-à-dire ceux qui ont la France a fait des essais nucléaires dans les fin des années 90, si je me souviens, avec Chirac. Alors on va me dire, il ose comparer la France à la Corée du Nord, mais le problème c'est qu'on estime que ceux-là ont le droit de détenir la bombe atomique et ceux-là n'ont pas le droit. Qui décide de qui a le droit de quelque chose? Si ce n'est en fait prolifération. Non, les accords c'est du pipeau, c'est juste des rapports de force. Il y en a qui arrivent à décider qui a le droit de détenir la bombe atomique, et les autres ont pas le droit. Moi je serais à la place des autres pays, moi aussi je me mettrais en quête de bombe atomique. Je vois pas pourquoi les États-Unis, qui sont les seuls à l'avoir appliquée sur un pays. Aucun pays n'a mis sur la tête des autres une bombe atomique, si ce n'est ceux qui sont aujourd'hui les gardiens de notre planète, entre guillemets, en tout cas de l'ordre international. Moi je suis pour la non-prolifération effectivement de l'arme nucléaire, et je suis pour le fait que les grands pays montrent l'exemple. Après on pourra s'occuper de la Corée du Nord. Avant de parler de ce qui se passe au Gabon, on en avait déjà parlé la semaine dernière, Ousmane, avec toi.
Ça ne s'arrange pas beaucoup en ce moment. On y revient dans un instant. On va passer aux avis tranchés. C'est parti. Tout est de ma faute. Ils ont toujours raison. Ils sont jeunes et moi pas. Alors il faut que je les passe, hein. C'est ça. Alors ils ont qu'à me passer dessus, hein. Je suis là pour ça. Alors, allez-y, hein. Je n'ai que le droit de me taire. Si je colle, si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. On va commencer, puisque la semaine dernière, vous étiez tous les deux autour de cette table. On avait commencé, si mes souvenirs sont bons, par Hamou. On va commencer donc, cette semaine, par Ousmane Timéra et son avis tranché. Alors mon avis tranché concerne un congrès qui a eu lieu à Grozny, en Tchétchénie. C'est pas si inaperçu. Mais Tariq d'ailleurs m'en a fait part par des mails à travers d'autres commentaires et autres. Mais c'est pas si inaperçu, mais c'est quand même important vu ce qui se passe dans la région. C'est un congrès qui réunissait en fait tous les savants et théologiens importants du sunnisme, dont l'une des décisions importantes c'était pour définir c'est quoi le sunnisme et d'exclure en fait, quand on définit on veut exclure les saoudiens, les wahhabites et les frères musulmans aussi du cercle du sunnisme. Je trouve que les théologiens et on voit aussi ce qui se passe aussi en Iran, parce qu'ensuite les Saoudiens vont répondre à cela en disant que les Iraniens ne sont pas des vrais musulmans. Alors eux ils ont été exclus du sunnisme, mais parce que le sunnisme, pour ceux qui veulent en parler, c'est comme si c'était l'islam, et donc les Saoudiens veulent exclure les chiites de l'islam et de part et d'autre. Bref, ce qui se passe, je trouve que tous ces gens-là, théologiens, sont des irresponsables. Ils se foutent de nous. Quand ces mêmes personnes nous disent qu'il y a un complot, et pour moi c'est pas un complot, c'est une stratégie, c'est écrit dans les livres. Donc, on sait ce qu'on veut dans cette région. C'est-à-dire faire en sorte de complètement semer la zizanie dans ces pays-là, de faire en sorte qu'il y ait qu'on redessine les cartes et qu'on réduise les États-nations qui sont déjà assez réduits en de plus petits États, en faisant en sorte de jouer sur les rivalités chiites, sunnites et les différentes ethnies, Kurdes, Turcs et autres, etc. Et quelquefois même, ça m'amuse de voir comment est-ce qu'on arrive à opposer les Kurdes et les sunnites. Comme si les Kurdes n'étaient pas des sunnites. Enfin bref. Donc ce sont ces théologiens-là, ces penseurs-là qui disent faites attention, il y a un complot contre nous, et qui jouent ensuite la carte de la division. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas parler comme le Coran leur demande de parler, là, dans le sens de l'unité? À quoi ça sert d'excommunier les uns et les autres? Chiites ou sunnites, c'est vrai qu'il y a des différences. Moi, il y a des trucs chez les chiites que je trouve ça bizarre. Mais la question du point de vue politique, elle n'est pas religieuse. Alors, moi, je suis vraiment désolé, ces gens-là sont en train, au lieu de jouer un rôle de leader et d'intellectuel qui monte la voie de l'unité et qui font en sorte on sort un peu de la tambouille politique, ils nous y plongent dedans. C'est le meilleur moyen de précipiter toute la région dans une guerre civile, religieuse, ethnique. Ce sont des irresponsables. C'était l'avis tranché d'Ousmane Timéra. Pour aujourd'hui, peut-être une petite réaction, Hamou? J'avoue que ce sont des sujets sur lesquels j'ai pas vraiment particulièrement de culture. Je trouve ce point de vue assez sensé. J'ai toujours un peu de mal avec le dogme et je préfère le laisser à ceux qui en font profession. Ce que je constate, c'est que d'abord ça a lieu à Grozny, quand même pas n'importe quelle ville. C'est pas n'importe où, effectivement. Et puis par ailleurs, encore une fois, ça ne donne pas une image très reluisante de la religion, de ma religion de culture, et c'est dommage, quoi. Enfin, c'est pas vraiment la religion, mais de ceux qui la pratiquent, je dirais. On revient à ce qu'avait dit Cat Stevens, toujours. Si j'avais découvert les musulmans avant de découvrir l'islam, je ne me serais pas converti. Ah oui, ça, c'est pas la première que vous nous la sortez, celle-là. C'est pas la première fois, hein. Non, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition, Christophe. Ouais, bon. On a écouté donc celui de Ousmane Timéra. On va donc passer maintenant à celui de Hamou Bouakas, qui n'a probablement, j'en suis même certain, absolument rien à voir. C'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité de cette chronique, c'est qu'on a de la diversité dans les sujets. Hamou Bouakas, nous sommes tout oui. Dimanche ou lundi, un rapport de l'Institut Montaigne va être présenté. Il a été rédigé par Hakim El-Karoui, qui est un franco-tunisien, sur la perception des musulmans de France. Manifestement, c'est une étude qui a été menée avec un sondage, et les chiffres qui vont sortir risquent de faire froid dans le dos et de donner beaucoup de matière
à ceux qui critiquent la présence musulmane en France. Alors, je pense que l'étude a été faite de manière correcte par des gens qui savent faire leur travail, mais je m'interroge sur le fait de publier cette étude le jour de l'Aïd et de le faire à un moment où les signaux, tu y as fait allusion tout à l'heure avec Éric Zemmour, sont extrêmement préoccupants sur la façon dont, encore une fois, les médias, les leaders d'opinion, les faiseurs d'opinion ont l'intention de faire de l'islam et des musulmans une cinquième colonne des ennemis de ce pays. Donc j'espère que, pour une fois, les médias feront plus attention aux propositions qui sont dans le rapport qu'au sondage stricto sensu, mais je n'en suis pas sûr, et donc apprêtez-vous lundi à avoir encore beaucoup de choses très tranchées sur ce que pensent les musulmans. Je n'ai pas tous les chiffres, mais il semblerait que dans ce sondage, il y a moins de 40% des musulmans se sentent républicains en France. Une proportion importante considère que la charia est supérieure à la loi de la République. J'en passe et des meilleurs. Donc c'est le petit cadeau de l'Aïd aux musulmans, ça. Je vous préviens simplement parce que encore une fois, c'est toujours compliqué de s'adresser aux auditeurs sans faire de nuances. Moi, je suis quelqu'un d'assez nuancé. Je pense que l'étude a été faite honnêtement par des gens honnêtes, mais souvent on me dit, quand on envoie un message, l'important c'est pas tellement celui qui l'envoie, c'est la façon dont il va être reçu. Et là, j'espère, je croise les doigts pour que pour une fois, il y ait un cercle vertueux qui s'enclenche, mais je suis pas tout à fait naïf, quoi. C'était l'avis tranché, qui ressemble plus à un avis, j'allais dire, pour nous prévenir, quoi. Ousmane, sur son sondage, donc qui risque de sortir, d'après ce que dit Amou, lundi, jour de l'Aïd. Bah, écoutez, moi je dis que quand la tempête souffle, il ne sert à rien de savoir à quel niveau et à quelle vitesse elle souffle. Il faut s'enraciner. Comme je l'ai dit, on va se faire. C'est pas une nouvelle. Ça, c'est quelque chose. C'est rien, c'est peanut. Ce qui nous attend est pire encore. Donc, il s'agit de se concentrer. Il faut consolider ce qu'on appelle la communauté musulmane. C'est vrai que c'est un peu compliqué de parler de communauté quand il y a autant de diversité. Mais le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de renforcer nos liens, qu'il y ait une meilleure prise en compte de la diversité de cette de cette communauté, qu'il y ait des personnes pondérées qui savent parler de manière universelle à partir de leurs valeurs, qui prennent un moment la parole. Et on n'a pas besoin de passer à la télé pour prendre la parole. On a nos blogs, on a la radio, on a YouTube. Enfin, il faut qu'il y ait un déversement d'énergie positive de la part de cette communauté contre ceux de l'intérieur comme de l'extérieur de cette communauté qui veulent souffler sur les braises. Ensuite, pour revenir à ce rapport, faudrait voir comment est-ce qu'il a été fait. Parce que moi j'ai déjà lu d'autres rapports dans le cadre de mes études à Sciences Po où c'était le contraire qu'on nous disait. On disait que la plupart des musulmans la majorité des musulmans étaient laïcs, étaient pour la République, pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Ensuite, tout dépend de quelle question. Moi, si vous posez à un chrétien la question suivante, entre l'évangile et les lois de la République, c'est laquelle que tu préfères pour ton salut? Mais si c'est un vrai chrétien, cette question elle va pas être posée même. Si c'est un vrai chrétien, il va dire je préfère l'évangile. Parce que c'est pas avec la Constitution que je vais mourir, moi. On va pas m'enterrer avec la Constitution. Je vais pas aller au paradis avec la Constitution. Par contre, je vis avec la Constitution. Par contre, je défends mes droits avec la Constitution. Par contre, je fais parler la France avec la Constitution. C'est pas le même rapport. Et le problème français, c'est que l'État français n'est pas laïque. Je reprends mon propos. Ils confondent le religieux avec le politique à chaque fois. Pourquoi est-ce que quand on parle aux musulmans, on leur parle pas en tant que citoyens et qu'on met en comparaison leur appartenance à la République et leur appartenance spirituelle? Quel est le rapport? Donc ce sont des ignorances et laïcs qui nous gouvernent. Un auditeur qui souhaite réagir à l'avis tranché de Ousmane à propos de Grosny. Ali, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Ousmane et bonsoir l'invité Wesley, non Wesley. Ouais, pardon. Hein. Donc je voulais répondre au sujet du sommet de Grozny, sommet islamique
qui a réuni tout de même 200 savants, dont des oulémas, des muftis, grands muftis d'Égypte, de Yémen, de Syrie, de Jordanie, Soudan et des pays européens musulmans, etc. Et donc ces 200 savants musulmans n'ont été à Grozny que dans l'intérêt de la religion musulmane, l'islam. Et ils ne roulent pour aucun pays, ni russe, ni chinois, ni américain, personne. Ces gens, ils sont assez éduqués pour comprendre qu'ils ne rendront compte qu'à Dieu. Ça, c'est pour supprimer les doutes. Oui, c'est à Grozny, c'est les Russes ou l'Iran ou je sais pas qui. Pour dire, ces gens-là, ils sont intelligents. Ils ont étudié toute leur vie. 200 savants de tous les pays, pratiquement tous les pays musulmans, ils ont exclu le wahhabisme. Le wahhabisme, il est soutenu par qui? Par l'Angleterre en premier lieu, qui a aidé à ce qu'il prenne lieu. Le royaume d'Arabie Saoudite a été aidé par les Anglais, suivi en plus par les États-Unis qui ne les lâchent pas d'une semelle. Dans quel but? Ils ont compris, les penseurs anglais, américains, ils ont compris que le wahhabisme est une hérésie qui ne correspond pas à la vie des premiers savants du 1er siècle, du 2e siècle et 3e siècle de l'islam. Selon ce qu'a dit le prophète, mon 1er siècle est le meilleur, le 2e et le 3e. Donc tous ces savants du 1er siècle, les 2e et 3e, sont contraires au wahhabisme. Donc les penseurs musulmans, quand ils ont exclu le wahhabisme, il est en train de mettre à feu et à sang le Moyen-Orient, les attentats en France, en Europe, etc. Et ça porte préjudice à l'islam. Donc ces penseurs musulmans, ces 200 savants, ce n'est pas rien, de tout pays, en excluant le wahhabisme, ils ont coupé l'herbe sous les pieds des États-Unis, d'Israël, de la Grande-Bretagne, qui utilisent le wahhabisme pour le détruire de l'intérieur et porter préjudice à l'islam par l'islamophobie, etc. Donc ils ont bien fait. Voilà mon avis. Merci Ali pour votre avis. Quelque part un avis tranché aussi pour Ali. Il en a souvent d'ailleurs des avis tranchés là-dessus sur le sujet. C'est bien, mais moi mon propos il est pas dans. Je veux même pas savoir qui est dans le vrai ou pas. Je dirais à un moment donné, il faut que nous tirions quand même des leçons de l'histoire. L'excommunication est interdite en islam, si vous voulez qu'on parle de théologie. C'est la religion qui dit il ne peut pas y avoir de contraintes en matière de religion, premièrement. Et même ceux contre qui Mohammed, alayhi salatu wassalam, le prophète, était en désaccord, juifs, chrétiens et les autres sectes, le Coran lui dit à la fois, tu ne fais pas partie d'eux, mais en même temps il dit, c'est Dieu qui jugera entre eux. C'est pas toi qui dois juger. Le fait de nous exclure mutuellement les uns les autres, c'est une bêtise sur le plan politique. Là où il s'agit à un moment donné de dire qu'il y a un état de droit avec des valeurs communes qui font qu'on doit se respecter mutuellement. Eh bien, on dit que les autres nous excluent, et en l'occurrence les salafistes takfiristes, eh bien nous aussi on va exclure le wahhabisme. Et puis même sur le plan dogmatique et théologique, comment est-ce qu'on peut exclure le wahhabisme ? C'est impossible. C'est partie prenante du sunnisme pour ceux qui connaissent l'histoire. Le sunnisme est né avec Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, avec le ash'arisme aussi qui va venir après, et la réforme que va tenter Ibn Taymiyyah, c'est dans cette continuité-là, qu'on le veuille ou non, que s'inscrit le wahhabisme. Le wahhabisme, je trouve effectivement qu'il y a des excès, mais c'est un excès qui est issu du sunnisme. Et puis, pour ma part, je pense que même en tant que théologien et intellectuel, ces gens-là savent très bien comment le sunnisme est né. C'est une question historique, c'est pas coranique. Le sunnisme n'existe pas dans le Coran. Le chiisme n'existe pas dans le Coran. Le mu'tazilisme n'existe pas dans le Coran. Ce sont des idéologies qui sont nées, issues de combats politiques et idéologiques et théologiques, dans des rapports de force civilisationnels, notamment entre l'ancien empire perse et l'empire arabe qui les a conquis. Et nous, au XXIe siècle, voulant régler le problème et permettre l'unité des musulmans et avoir une mission salvatrice pour l'humanité, on est en train d'essayer de faire revivre des vieux combats entre sunnites, chiites, salafistes, ash'arisme, etc. C'est ça que je dis, c'est des irresponsables, parce qu'ils savent aussi bien que moi, voire mieux, que le sunnisme en lui-même, c'est une question historique. Si ces gens-là devaient parler, ils doivent parler au nom de l'islam. Et l'islam n'est pas sunnite, il n'est pas chiite, il n'est pas idéologique, il est au-delà de ces choses-là. Et c'est de cela dont on a besoin. On a besoin de musulmans qui ne soient pas sectaires, de musulmans qui sont au-delà des religions, des musulmans qui portent le message cosmique de l'islam et qui fait qu'ils peuvent parler à toute l'humanité, quelle que soit cette religion. Pourquoi sa religion? Parce que le Coran dit, ceux qui se sont divisés autour des religions, tu ne fais certes pas partie d'eux, donc tu fais pas partie de leur secte et groupe, mais par contre c'est Dieu qui juge entre eux. Toi tu discutes avec eux dans la paix.
Voilà ce dont on a besoin. Message entendu à Moubouakaz? Oui, je comprends pas tout là encore, parce qu'en fait, pour moi, ces histoires-là, il y a eu quand même beaucoup de divisions qui sont liées aux êtres humains, aux dynamiques de pouvoir ici et là. Exactement. Voilà, donc bon, tout ça me paraît, comment dire, quand on compare ça aux difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, ça me paraît un peu subalterne. Enfin, on sait bien que il y a beaucoup d'histoires d'argent. On sait bien, par exemple, que ces fameux savants d'El-Azhar, qui avaient considéré que le wahhabisme était quasiment schismatique il y a 30 ou 40 ans, maintenant qu'ils sont financés par les Qataris, trouvent que le wahhabisme, ça va très bien, finalement. Donc, enfin, tout ça, bon, je me sens un peu distancié de ces questions. Je sais qu'on peut les prendre à cœur, mais je crois que c'est vraiment beaucoup des rapports de force, quoi. Ouais. Mais par contre, là où, enfin, je un dernier mot, un petit moment avant je la vais pub. dans ton sens, Abou Marrakaz, mais ce qui me gêne un peu, mais c'est deux hommes de gauche qui parlent, même si moi je suis plus trop dans la gauche maintenant. J'essaie d'aller au-delà, mais bon. Mais je trouve que le problème de la gauche, c'est de ne pas prendre au sérieux les questions spirituelles et symboliques. C'est plus important que les rapports de force matériels. C'est ce qui sous-tend ce pourquoi des gens sont prêts à se tuer. Bon, c'est pas n'importe quoi. La gauche, elle prend au sérieux les questions spirituelles, puisqu'elle c'est l'opium du peuple. Elle s'achète les musulmans qui l'arrangent pour avoir des voix. Donc, certes, mais le fond, il faut comprendre les puissances qui se trouvent derrière le symbole, parce que l'être humain agit par symbole. C'est ça qui nous fait vivre et qui nous fait mourir. Et qu'il faut à la fois prendre en considération ces choses sérieuses. C'est pour ça que je pense que les révélations, les sagesses... Les symboles sont pas que dans la spiritualité, mon cher Osman. Non mais, j'ai pas dit qu'elles étaient... de la gauche et de la droite en France, c'est Dieu et l'argent et le marché et son prophète. Voilà, c'est tout. Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est que moi, je suis pas dans le religieux humain ne s'enferme pas dans la religion. Suffit de lire Marcel Gaucher, Max Weber et même le Coran. C'est que à un moment donné, l'être humain a besoin de sens. Le problème, c'est que ceux qui veulent dominer utilisent ce besoin de sens pour en faire un moyen de domination. Et ça donne les catastrophes que nous avons. Et quand on a des théologiens qui mélangent le politique et le religieux, ça donne les catastrophes que nous avons. Ne pas mélanger le politique et le religieux ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas relier ces choses-là. Moi, je pense que... Il faut s'y intéresser, mais enfin... Mais je pense que... Je pense qu'il y a plus d'importance que ça. De modestie. Comment tu vois, il faut s'y intéresser, mais quand on n'est pas un spécialiste, il faut faire preuve de modestie. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, que de la sagesse, ça s'appelle ça. Moi, j'ai 50 ans. Il y a trop de monde qui parle. Je sais toujours pas si je suis musulman ou non. Ah oui. Heureusement que c'est le prophète qui décide à la fin, tu vois. Ah bon? Bah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Non, c'est toi qui décides, mon ami. On m'a dit qu'à la fin. Bon, ça qu'on est responsable. Vous avez le temps de la pub pour les livres, les livres. Ousmane, le temps de la pub pour lui expliquer comment ça se passe. Alors moi j'explique rien du tout. Dans un instant, les coups de cœur à suivre aussi nos chroniqueurs. On prend un petit tour par le Gabon et puis évidemment incontournable, on parlera de ce qui s'est passé hier soir du côté de Boussy-Saint-Antoine en région parisienne, c'est dans l'Essonne, l'arrestation de 3 femmes avec la voiture bonbonne de gaz. D'ailleurs, on a retrouvé depuis ce matin à 2 reprises une bonbonne de gaz devant un commissariat de la Plaine Saint-Denis et une autre voiture interpellée vers Montpellier avec plein de bonbonnes de gaz à l'intérieur. À tout de suite. Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 et ça débat même en antenne, c'est formidable, c'est un véritable échange que propose cette émission formidable. Amou Bouakaz, Ousmane Timéra, ils sont là et avant de parler donc du Gabon, on va passer donc puisqu'il est l'heure au coup de cœur de nos chroniqueurs, histoire de changer un peu et de peut-être parler un petit peu d'autre chose, des sujets un peu plus, c'est-à-dire légers, quoique. France Maghreb 2, le coup de cœur. Tout à l'heure, donc c'est Ousmane qui a débuté pour ce qui était la vie tranchée. On va faire donc débuter l'ami Amou Bouakaz pour son coup de cœur. Mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est une femme pour laquelle j'ai la plus grande estime et la plus grande admiration. C'est mon amie Jamila Zeraoui qui anime entre autres un réseau dont la finalité est de faire tomber des préjugés que les franco-maghrébins ont sur eux-mêmes et elle développe toute une série d'initiatives pour que les plus jeunes aient des figures identificatoires qui leur parlent
non pas du fait que ce sont des toxicos, des voleurs, des délinquants, des malcroyants, tout ce que vous voulez, mais que il y a parmi eux des gens qui font l'avenir de ce pays. Et donc ce soir, elle a une initiative qui s'appelle les réussites au féminin, où elle va donner la parole, mais je pense qu'elle en parlera mieux que nous. Oui, parce qu'elle est avec nous, on l'accueille d'ailleurs. Voilà, à des femmes d'exception qui ont chacune une part du succès de ce pays, qui incarne quelque chose, toujours en lien d'ailleurs avec ce rapport entre les deux rives de la Méditerranée, parce que Jamila n'oublie pas d'où elle vient, et donc c'est pour moi une amie précieuse qui vraiment change le regard qu'on peut avoir les uns sur les autres, et voilà, donc je voulais saluer son initiative. Jamila Zeraoui d'ailleurs, qui n'est pas étrangère à France Maghreb 2, parce que je vous rappelle quand même qu'elle y a animé une émission, n'est-ce pas Jamila? Et oui, j'ai hâte d'y revenir, d'ailleurs, appelez-moi. Bonjour. Bonjour à vous. Donc je vous laisse avec celui qui propose de vous mettre à l'honneur aujourd'hui, à savoir Hamou Bouakaz. Alors Jamila, ce soir on va voir qui. Et bonjour Christophe. Hein. Bonjour, oui. Bonjour Hamou. Alors ce soir on va voir qui et où. Alors oui, ce soir c'est un événement donc qui va se tenir dans le 8e, et on va mettre à l'honneur 7 femmes, 7 franco-maghrébines qui ont des talents très différents dans plusieurs domaines. On va mettre en avant l'entrepreneuriat avec 3 savoir-faire, donc des femmes qui ont créé leur entreprise et qui sont à l'initiative de leur business et pour qui ça marche très très bien. On va également avoir à l'honneur une journaliste, Dunia Bon Mohamed, qui a créé la première agence presse en relation avec l'Afrique, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans mon événement sur les Tunisiens. Ensuite, une femme que vous devez certainement connaître, qui s'appelle Samira Djouadi, et qui est directrice déléguée de la Fondation TF1, et qui travaille beaucoup justement sur comment comment faire travailler donc les enfants des quartiers sur des thématiques liées à l'audiovisuel. Donc pas mal d'initiatives dans ce sens. Donc une femme de poigne et de courage. Et pour terminer, une femme qui s'appelle Jeanne et qui a co-lancé une initiative qui s'appelle We Talk et qui met en avant des parcours singuliers de femmes. Chaque année, c'est de l'empowerment au féminin. Ça marche très bien et c'est inspirant. Donc ce soir, ça va être des femmes qui vont venir nous partager leur expérience, surtout les personnes qui sont présentes pour les écouter, histoire de leur donner du courage et de leur donner peut-être envie aussi de se lancer et de créer des choses et des initiatives, et surtout, comme l'a dit Hamou, se mettre en réseau, parce que ce qui est le plus important, c'est de se connaître et de travailler ensemble et de s'aider surtout, voilà. Et donc, est-ce que on peut encore venir ou c'est complètement plein? Parce que je crois que tes initiatives rencontrent un tel succès que très souvent, on peut plus venir quelques heures avant parce que c'est plein. Alors ça va dépendre, il nous reste une dizaine de places, donc les plus téméraires parce que j'invite aussi les hommes à nous rejoindre. Ce n'est pas une soirée dédiée uniquement aux femmes qu'avec des femmes, donc messieurs venez. Je les invite à aller sur le site de selectmaghreb.com et de trouver donc les informations relatives à l'événement. Vous êtes les bienvenus, voilà, donc selectmaghreb.com. En tout cas, merci pour le petit coup de cœur, Hamou, et ça me fera plaisir de venir vous revoir et pourquoi pas animer, participer à vos débats. En tout cas, merci à toi pour le message est entendu, Jamila. À bientôt et bonne soirée. Par avance. À très vite, Christophe et Hamou, je te dis à ce soir. À tout à l'heure. On a bien compris qu'Hamou donc n'allait pas s'ennuyer ce soir. Non, je m'ennuie jamais, moi. Oui, très bien. J'aime les gens intelligents, j'aime les gens pétillants. C'est pour ça que vous venez ici. Bah oui, je suis très content qu'on me permette de m'exprimer, parce que effectivement, j'ai pas forcément les opinions les plus couramment répandues dans ce qu'on appelle la communauté franco-maghrébine, mais voilà, je vois que dans ce média, si demain on vous propose un poste de ministre ou de secrétaire d'État, vous n'oublierez pas qu'on est là? En tout cas, l'adresse quoi. J'ai la faiblesse de penser que si on me le propose, je l'accepterai dans quelques circonstances que ce soit. Ah, très bien. Ousmane, un petit coup de cœur? Oui, mais d'abord j'aimerais saluer cette action. Je pense que elle est très très belle, et il y en a pas encore assez. Il en faut plus. Il faut qu'effectivement la partie féminine de notre communauté, qui n'est pas que franco-maghrébine, parce que moi je ne suis pas maghrébin, mais je me sens proche des maghrébins en tant qu'humain, musulman, mais pas que, et aussi voisin, parce que le Sénégal est très très proche du Maroc. Mais au-delà de tout ça, c'est la France qui nous unit. Et donc c'est une très très belle action. J'espère que elle sera pleine de réussite et de récidive et d'émulation
auprès d'autres personnes. Alors moi, mon coup de cœur, ça concerne les Jeux paralympiques. Ah oui, magnifique. Je suis très très content de voir déjà l'importance que cette fois les médias donnent à cet événement, parce que habituellement après les Jeux olympiques, on n'entend plus trop parler de ce jeu qui est aussi important que les Jeux olympiques, qui est donc le jeu des paralympiques. Et surtout, ça montre la confiance que, en tout cas pour ceux qui croient, que le divin a mis en l'être humain. C'est-à-dire, l'être humain devient humain lorsque il n'a plus, entre guillemets, toutes ses capacités. Toutes les capacités physiques que normalement on dirait, ah oui, c'est bon, il est fort, il est beau, il est magnifique et autres, etc. L'être humain, c'est pas son physique. L'être humain, c'est pas qu'il est fort. L'être humain, c'est pas les muscles. L'être humain, c'est pas les diplômes. Il y a des gens qui se retrouvent sans bras, sans pieds et qui naissent même aveugles, sourds, et qui arrivent à faire des choses extraordinaires. C'est ça la grandeur de l'être humain. Et il me plaît de voir nos sportifs paralympiques gagner à la fois des médailles et montrer que pour l'être humain rien n'est impossible lorsqu'il y met de sa volonté. Amous, ça vous parle, ça moi ça me parle, mais enfin en même temps, tu vois, Dieu, c'est Dieu. J'ai dit pour c'est ceux Dieu, qui croient. c'est Dieu, c'est le dopant qui est le plus important. Non, je plaisante. Je pense qu'il faut effectivement saluer ces athlètes, même si le mot paralympique est un mot que je n'aime pas. Parce que dans paralympique, ça veut dire que c'est pas tout à fait olympique, et j'aimerais bien qu'on remplace ce mot par les jeux surhumains, les jeux, enfin voilà, de trouver un terme qui redonne de la valeur à cette manifestation qui souvent est un peu traitée par-dessus la jambe. Bon là, visiblement, il y a eu quand même des efforts de fait, et j'espère que ça va continuer. Je ne suis pas sûr que nous aurons les Jeux Olympiques en 2024 précisément parce que la ville de Paris, sur le plan de l'accessibilité, encore du boulot à faire. A encore énormément de travail. J'en prends ma part puisque j'avais cette fonction-là auprès du maire de Paris, mais tout doit s'entretenir. Et je veux dire que nous sommes en train d'accumuler du retard. Mais surtout que ça montre le peu d'intérêt. Enfin, une société qui se porte bien se voit dans la manière dont on se préoccupe des personnes qui n'ont pas toutes les capacités physiques. C'est vrai que la question de l'handicap, quelle qu'elle soit, n'est pas assez prise en compte par nos politiques comparé à d'autres pays. Et il est vrai qu'il m'est souvent arrivé de voir des personnes qui veulent, je sais pas moi, prendre le métro et autres. L'escalator est en panne, il n'y a pas d'ascenseur, le mec il galère. Ou la femme galère. Donc effectivement, je pense que nos politiques publiques grandiraient à vraiment prendre en compte ces problématiques-là. On ne peut pas prendre le métro concrètement aujourd'hui à Paris. Non. Oui, c'est très difficile. Ouais, voilà. Alors, la Constitution suisse, qui est pourtant pas un pays, c'est un petit pays, dit que en fait, l'attention de l'État se mesure à l'attention qu'on porte aux plus faibles d'entre nous. C'est constitutionnel. C'est très très beau. Je trouve que c'est très beau. Et les Français... Et c'est très divin. Ça, c'est pour talonner l'autre. Ah oui. Ils croient toujours qu'ils sont les meilleurs partout. Moi j'avais dit sur France Maghreb combien j'aurais aimé que l'on utilise la loi El Khomri pour mettre le préambule du code du travail anglais dans notre code du travail. Et j'aimerais bien qu'on mette ce petit point de la Constitution suisse. Parce que je pense que c'est très parlant et que ça donne un cap pour l'avenir. Un petit tour par le Gabon, messieurs, avec le camp de l'opposant Jean Ping qui conteste donc toujours la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle. Il y a presque 2 semaines maintenant, a finalement déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle au dernier moment. Donc, les juges ont maintenant 15 jours pour se prononcer. Les opposants demandent que les votes soient recomptés dans la province du Haut-Oé, fief de la famille Bongo, et dans lequel les résultats donnent plus de 95% des suffrages au président sortant, avec un taux de participation de plus de 99%. Du côté du pouvoir, en revanche, aucun recours n'a finalement été déposé. Sachez aussi que la mission de l'Union africaine, donc qui devait arriver aujourd'hui à Libreville, a été reportée sine die. Sur justement cette Union africaine qui était attendue notamment par une certaine partie de la population et par peut-être un camp plus qu'un autre. Quelle est la situation selon vous? Comment évolue-t-elle? Est-ce que vous aviez quand même finalement un peu raison la semaine dernière quand on parlait du Gabon? Bon, là on voit bien que la France-Afrique essaye de se démener. C'est tout à fait étonnant ce qui se passe au Gabon parce que on est un peu à contre-emploi, c'est-à-dire
manifestement, Ping est soutenu par la France d'une manière ou d'une autre, alors que Bongo serait plutôt en train d'essayer de jouer un équilibre entre la France et d'autres puissances. Et c'est à mon avis ça le grand enjeu, quoi. Est-ce que on va s'acheminer vers une guerre civile parce que la France va s'en mêler et que ça va faire exploser le pays, ou bien est-ce que Bongo va rester au pouvoir et la France va avoir une influence qui va diminuer dans cette sous-région? Je pense que c'est un des grands enjeux, parce que toute la mission de l'OUA qui devait venir, c'est que des récidivistes de la fraude. Il y avait Déby, Sassou, c'était ceux-là qui devaient faire de la médiation au Gabon. Donc ça fait vraiment pas envie, quoi. Un mot Ousmane, pardon. Alors, moi, si j'étais à la place du peuple gabonais, parce que là, la question n'est plus maintenant de choisir entre Bongo et Jean-Pi et de savoir qui est le premier, qui est le deuxième, etc. Je pense qu'on n'en est plus à là maintenant. Les enjeux sont beaucoup plus importants. Je ferai en sorte de maintenir Bongo au pouvoir sous conditions. Les conditions pourraient être les suivantes. Premièrement, faire en sorte que Jean-Ping détienne un poste. Alors, il redeviendra Premier ministre, puisqu'apparemment, il était déjà Premier ministre sous le père. Donc, tout ça, c'est la même famille. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a même pas à choisir entre les deux, quoi. C'est la même clique et la même élite. Donc, ça, c'est le premier point. Pour que, justement, chaque camp puisse être calmé. Deuxièmement, réduire les pouvoirs du président et faire un régime parlementaire. Troisièmement, faire en sorte que, au sein de la population, les différents courants politiques, et il faut pas qu'il y en ait 50 000, au minimum 5 ou 6, qui sont représentatifs de la population gabonaise, soient constitués et représentés au sein du Parlement, et que ce Parlement soit élu à la proportionnelle. Enfin, que le président Bongo s'engage à la fin de son mandat de quitter le pouvoir tranquillement, lui et sa famille, il n'y aura pas de souci, et de préparer l'avenir. Sans ces 5 conditions, c'est la guerre civile. Sinon, on fait en sorte que Bongo accepte le fait qu'il reste sur le pouvoir, parce qu'ils vont pas s'en sortir, c'est la guerre civile, et la guerre civile est la pire des catastrophes. Il faut comprendre que ce pays est un pays qui pourrait très bien avoir le pouvoir d'achat de la Suisse, ah oui, et dans lequel il y a 30 ou 40% de la population qui est toujours en dessous du seuil de pauvreté. On va probablement être obligé de fermer l'hôpital de Lambaréné parce qu'il est en quasi faillite. Enfin bon, je veux dire, on est vraiment là dans le népotisme africain le plus éhonté, et on a l'impression que Bongo essaye de changer un peu son fusil d'épaule en matière d'alliance, mais moi je pense qu'il pourra pas. Là on est vraiment dans le vraiment c'est la traduction chimiquement pure de la présence française en Afrique, et moi je suis assez pessimiste, quoi. Je vois pas comment tout ça va se dénouer proprement. Je suis très inquiet. Très bien, alors on aura l'occasion évidemment d'en reparler une prochaine fois avec vous, messieurs. Un petit mot et pour finir, c'est donc John Kerry et Sergei Lavrov face à face à Genève. Les chefs de diplomatie américaine et russe donc se retrouvent dans la capitale suisse. En jeu, le conflit syrien. Comment arracher enfin un accord de règlement pour mettre fin à la guerre? Les deux hommes souhaitent ébaucher une proposition de transition politique et mettre en place donc les conditions d'un cessez-le-feu durable. Sur le terrain, les combats évidemment continuent. On a appris ce matin la mort du commandant de la principale alliance de rebelles, Abu Omar Sarakeb, a été tué dans la province d'Alep. C'est ce qu'a fait savoir sur son compte Twitter le groupe armé de la conquête, victime donc d'une frappe aérienne. Lavrov, Kerry, seront-ils les hommes de paix pour la Syrie? Bon, à part les Russes, personne n'a de projet. Personne n'est cohérent, donc je pense que c'est Lavrov qui va dicter l'agenda, parce que c'est le seul qui dispose des moyens, de la suite dans les idées, de l'opiniâtreté, du cap. Et donc je pense que s'il y a une paix dans ce pays-là, ce sera une paix russe, quoi. Ça me paraît tout à fait évident. Paix russe, Ousmane? Je sais pas si la paix russe sera véritablement une paix d'empire, parce que je pense que la Russie n'est pas présente là-bas par hasard. Il y a des intérêts à protéger, et que les États-Unis aussi restent présents, mine de rien.
parce que ce sont eux, mine de rien, qui ont enclenché toute cette catastrophe. Et moi, à un moment donné, j'étais en train de regarder des reportages sur le 11 septembre, et au fond, ils montraient de quelle manière est-ce que... Pardonnez-moi d'ailleurs, pour du 11 septembre, vous savez que le FBI est en alerte générale, puisqu'il y a les cérémonies du 11 septembre et le lendemain c'est l'Aïd. Ah, bon, ok. Bonne fête. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le reportage montrait de quelle manière est-ce que Ben Laden était né des mains de la CIA, de quelle manière est-ce que Zarqawi est né dans les geôles américaines, geôles où on a fait exprès de mélanger des intégristes tout en sachant, parce que c'est le b.a.-ba de la sociologie dans les prisons, que quand on mélange des gens intégristes, c'est le meilleur moyen de sortir quelque chose d'assez monstrueux tel que Al-Qaïda. Et donc les États-Unis et l'Occident de manière générale sont co-responsables de ce qui se passe dans cette région-là. Et le terrorisme est une affaire occidentale d'abord, qui est tombée sur la tête de ces gens-là dans ces régions. Mais surtout, quand on a indiqué qu'on voulait imposer la démocratie là-bas, moi je pense que derrière le mot démocratie, on voulait surtout dominer et faire en sorte que dans les 50 années à venir, l'ensemble des richesses de ces régions restent sous entre les mains des États-Unis, qui jouent un grand coup de poker et de jeu d'échecs avec la Russie et la Chine. Parce que tout ça, ça peut pas se comprendre sur le plan géopolitique si on voit pas les rapports de force qui sont en train de se dessiner entre l'Asie et l'Occident. Et puis le monde musulman, c'est les dindons de la farce. On va se faire recoloniser là-bas avec nos propres mains. Donc, quelle paix? La Russie est un empire qui veut maintenir ses intérêts là-bas contre les États-Unis qui veulent créer un certain désordre, un chaos créatif, ou je sais plus comment on appelle ça. Il y a une théorie du chaos là-dessus. Les responsables, les premiers, sont d'abord et avant tout les leaders intellectuels et politiques de ces pays. Très bien, ça c'est votre avis. On accueille tout de suite Kamel qui est avec nous et qui souhaite prendre part à la discussion avant de passer et pour terminer au j'aime ou j'aime pas. Un petit peu, vous êtes des adeptes des réseaux sociaux, vous deux, non? Ouais. Twitter, Facebook. Facebook surtout. Bon, on fait d'actualité, on aime, on n'aime pas, et voilà, c'est une série d'infos que je vais vous donner, et puis vous allez nous dire si vous aimez ou pas et pourquoi. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir aux auditeurs et bonsoir à tes invités, Ousmane et notre ami Hamou. Alors très vite, moi je reprends à mon compte le message que tu envoyais, Ousmane. Je te remercie beaucoup parce que j'ai beaucoup apprécié ce que tu as développé concernant les musulmans et ses variantes, bien évidemment. C'est toujours un enrichissement à avoir et ça je t'en remercie. Alors, j'ai appelé, puisque c'est un peu ce que nous devons faire. Je reviendrai un petit peu sur l'intervention de la semaine dernière, mais j'ai effectivement, moi, appelé RTL pour avoir des informations. Je suis tombé sur des personnes, et alors je donne le numéro à l'antenne, c'est le 40-70, parce que effectivement, et c'est en cela que je te rejoins, Ousmane, il faut intervenir. On est, et tu le dis très souvent, mon cher Christophe, qu'on se dit toujours qu'il faut faire, etc., etc., effectivement, il faut faire. Il faut agir. Il faut décrocher les téléphones. Il faut mener ces actions de boycott. Je te rejoins parfaitement, Ousmane. C'est ce que j'ai fait. J'ai une personne à la rédaction en chef qui va transmettre ça à son rédacteur. J'ai une personne qui s'appelle Véronique. On m'a demandé d'appeler Katia Marino. Je vous donne ces précisions pour vous dire que les choses ont été faites et que chacun d'entre nous peut le faire. Ça, c'est pour RTL et concernant les propos de Zemmour. Quant à mon cher Hamou, j'ai bien compris la semaine dernière, lorsque je développais cette initiative, de consultation nationale des citoyens musulmans. Ce n'est pas du gadget, c'est un acte citoyen d'aller au-devant des gens de chez nous qui ont été stigmatisés. Mais le mot est un terme galvaudé. Je crois qu'il faut plutôt, mon cher Hamou, encourager toutes les initiatives qui s'élèveront et qui feront en sorte de prendre les défenses. Alors, tu disais, et c'est justement pourquoi la raison pour laquelle je te reprends, tu disais que ça sera de voie à l'échec, enfin quelque chose qui s'apparente à ça. Je te remercie, Ousmane, parce que tu as dit que tu soutiendrais cette initiative, alors que ça soit celle-ci ou une autre. Nous avons les uns et les autres le devoir de soutenir toutes les initiatives qui verront à ce que notre communauté ne soit plus marginalisée, ne soit plus insultée, que l'on puisse plus jamais insulter nos frères, nos sœurs, nos mères, nos filles sur les plages de France. Voilà, mon cher Hamou, l'enseignement qu'il faut tirer des initiatives. Il faut plutôt les encourager
que d'avoir ce genre de propos, de dire oui, ça va pas marcher, Kamel, etc. ouais. Il faut bien au contraire faire tout notre possible pour encourager les choses. Et moi, je te convie à nous rejoindre pour que nous puissions, et tu sais très bien que je suis quelqu'un de déterminé, on se connaît depuis un certain nombre de temps maintenant, donc allons-y, et qu'on décroche nos téléphones et que nous allions à la bataille. On va devoir se battre, puisque les élections vont avoir lieu, et ça va être encore une question d'identitaire qui va nous toucher. Eh bien, soyons unis et non pas désunis, mon cher Hamou. Je te dis ça en toute amitié. Merci beaucoup encore à toi, Christophe, de m'avoir permis de parler. Bonsoir aux auditeurs. Ousmane, à très vite, je l'espère. Au revoir. À bientôt. Voilà, bon Hamou. Vous avez tout truc à lui répondre, non? Non. D'accord, très bien. Alors, ce qui va nous permettre de passer à autre chose et surtout nous permettre d'être à l'heure. Et ça, c'est formidable. Dans un instant, le j'aime ou j'aime pas. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous pour cette dernière partie avec Ousmane Tibera et avec Abou Bouakaz et puis les auditeurs évidemment qui peuvent intervenir par mail aussi. C'est ce qu'a fait d'ailleurs cette auditrice qui nous dit bonsoir Christophe et vos invités. Tout d'abord bravo à vous deux chroniqueurs d'aujourd'hui et aussi je voulais intervenir au sujet des bonbonnes de gaz trouvées un peu partout. Moi je dis pas de panique, c'est juste c'est tout à fait normal pour cette auditrice. En cette veille de l'Aïd, c'est pour préparer le traditionnel Bozoulouf. Bonne soirée. Voilà cette auditrice donc qui réagit un petit peu à ce dont nous parlons depuis tout à l'heure. Alors, on va passer messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à ce qu'on appelle donc le j'aime ou j'aime pas. Le j'aime ou j'aime pas, donc traditionnellement, on va sur Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, on regarde son fil d'actualité, on y voit toute une série d'informations en tout genre, on clique sur j'aime ou pas. Première info, messieurs, ça se passe au Maroc, vous savez qu'il va y avoir bientôt des élections législatives. Eh bien, il y a une candidature qui a fait couler beaucoup d'encre, car il s'agit d'un prédicateur ultra-conservateur qui se présente d'ailleurs du côté de Marrakech, puisqu'en effet, il proclame que le salafisme est le meilleur outil pour combattre le radicalisme violent. J'aime ou j'aime pas? C'est compliqué. C'est compliqué de répondre comme ça. En tout cas, il a le droit de se présenter. Et comme il est salafiste, il est supposé savoir de quoi il parle. Il y a probablement des salafistes qui combattent le radicalisme. Mais le salafisme, c'est comme une grande boîte, on peut mettre plein de trucs dedans. Hein. Donc, faudra les juger sur les actes. Donc, tu aimes de manière sceptique? Oui, disons que je vois pas pourquoi je lui interdirais de se présenter, quoi. On va créer celle-là. Moi, je n'aime pas. Tu n'aimes pas? Non. Pourquoi? Parce que je pense que, en bon musulman lecteur du Coran, il faut faire la distinction entre l'idéologie religieuse et théologique et l'action politique. Et comme Ibn Khaldoun d'ailleurs le disait, il disait que les théologiens, si on les mettait en politique, ce serait une catastrophe. Et l'inverse aussi est aussi vrai. Donc je pense que cet homme individuellement peut se présenter avec un programme, une vision, pourquoi pas, qui fait référence à l'islam aussi, pourquoi pas, parce que c'est quelque chose qui est présent dans la société, mais au nom d'une théologie particulière telle que le salafisme et autres, je vois pas le lien. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que les hommes politiques français sont des théologiens? Ah bah je le dis allègrement, c'est des théologiens de la laïcité. On a compris qu'il y en a un qui aime pas de manière sceptique, l'autre qui aime pas. Pour 85% des DRH français, la loi travail, écoute bien un mot, ne favorisera pas les embauches. Bah j'aime pas. Hein. 85% quand même. Bah moi j'aime pas, parce que alors si on a fait tout ce bordel pour qu'il se passe rien, alors c'est vraiment pathétique, tu vois. Mais il se passera rien. Moi je suis un peu naïf, tu vois. Je me dis que peut-être, non, je pense qu'on n'a pas fait tout à fait ce qu'il fallait, hein, mais je me dis que sur un malentendu, peut-être que. Voilà. Hamou, t'aimes pas? T'aimes? Ousmane. Ousmane, pardon. Ousmane. Il n'est pas très physionomiste aujourd'hui, il nous confond. Non, il nous confond. Attends, il y en a un qui est noir, l'autre qui est blanc, tu vas faire. Et surtout, c'est mes lunettes qui fonctionnent mal, pardon. Un qui est beau gosse. Enfin, je sais pas, je ferai pas lequel. Je ferai pas de commentaires sur ce chapitre. Là, on va, voilà. Non, moi j'aime, mais je veux dire, la loi Khomri, il y a que les naïfs. Hommes politiques et François Hollande pour croire que ça va créer de l'emploi. Même eux d'ailleurs, ils disent pas que ça crée de l'emploi. Ça créera pas d'emploi cette affaire. C'est idéologique. Et c'est tout. C'est pas les moyens efficaces pour pouvoir créer de l'emploi et de la croissance dans le pays. Le FMI le dit. L'ensemble des économistes de la terre entière le dit. La terre entière est en train de regarder l'Europe avec cette histoire d'austérité. Et il y a que nous qui pensons que la loi El Khomri va faire avancer quelque chose. C'est que pour faire plaisir au patronat. Cette affaire est idéologique et non pas économique. Une petite polémique qui nous vient d'Algérie, mon cher Hamou, puisque dans une vidéo, une enseignante a tenté d'endoctriner ses élèves en
clamant la supériorité de la langue arabe sur les autres. Ça, j'aime pas. J'aime pas, j'adore la langue arabe, mais je vois pas au nom de quoi elle serait supérieure. Ça me paraît totalement absurde, quoi. Ousmane? Oui, j'aime pas. Et je n'aime pas d'ailleurs toutes les tentatives de rendre supérieure une langue par rapport à une autre. Je me souviens qu'il y avait j'avais un débat avec quelqu'un qui me parlait de la langue arabe ou de la langue hébreu ou du sanskrit en disant que c'était des langues sacrées. Ouais. Moi je dis qu'il n'y a pas de langue sacrée. Il me dit si, parce que ce sont des langues dans lesquelles Dieu s'est exprimé. Je dis non, Dieu s'est pas exprimé dans ces langues-là. Il y a des livres qui ont été révélés, mais une langue n'est jamais sacrée. Donc il n'y a pas de supériorité entre les langues. Les langues sont soit issues d'une langue mère qui font qu'elles peuvent se comprendre et interagir, soit sont amenées à interagir, à s'entre-influencer, mais en tous les cas c'est une question de diversité, et pour qu'il y ait diversité enrichissement, il ne peut pas y avoir de domination. Info, Barack Obama a nommé le premier juge fédéral de confession musulmane. J'aime ou j'aime pas? Bah oui, c'est bien. Bah, Moi, j'espère que c'est un bon juge, quoi. Voilà. Bon. Toi aussi t'aimes, Ousmane? Oui. En fait, c'est le contexte raciste dans lequel on est qui fait qu'on apprécie le fait que quelqu'un soit nommé et qu'il est musulman. Alors, c'est malheureux, quoi. Je me rappelle que quand Sarkozy avait nommé un préfet musulman, sa voiture avait explosé ou je sais pas quoi, peu de temps après. Hein. Et les gens disaient oui, c'est magnifique, un préfet musulman. On est des soumis, quoi. Je veux dire, colonisés jusqu'au cœur, quoi. Bernard Cazeneuve veut lui sanctionner ceux qui proposent de payer les amendes des femmes qui portent le burkini et la burqa. On en connaît quelques-uns. Moi je dis que Bernard Cazeneuve a intérêt à déjà assurer notre protection. Il a mieux à faire que de s'occuper de ce genre d'histoire. Non, parce qu'après, le problème c'est que s'il donne une amende au mec et qu'il trouve un mec pour la payer, il faudra sanctionner aussi le gars derrière ou quoi. Non, c'est sympa Bernard, mais enfin t'as quand même du boulot, quoi. Ouais. Protège-nous Bernard, on a besoin de toi. Arrête de t'occuper de ces détails-là. C'est un type assez sympa. Oui, c'est vrai. Je crois que moi je veux pas un ministre de l'Intérieur sympa, moi. Je veux un ministre de l'Intérieur efficace, c'est tout. Non, mais je pense moi je suis sûr, je suis plus gentil que lui. Je pense que c'est un gars qui essaie de faire ce qu'il peut, mais je pense que la bulle médiatique fait vraiment dire des bêtises, quoi. C'est étonnant. C'est pas que la bulle, c'est idéologique. La gauche est malade de l'anti-religion. C'est son opium. C'est un gros problème, cette affaire. Deux petites infos, messieurs, pour finir. En disant que la gauche n'aimait pas les musulmans et que la droite n'aimait pas les arabes, je crois que j'étais pas trop mal. Najed Vallaud-Belkacem critique les nombreux fantasmes autour de l'apprentissage de la langue arabe au CP. J'aime ou j'aime pas? Bah oui, j'aime. D'ailleurs, elle s'est un peu démarquée de Manuel Valls à propos de l'islam. Oui, parce qu'avant, ils étaient très proches. Ouais. Il faut dire qu'elle a très proche, paraît-il. Oui, très proche. Elle vise une circonscription. C'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte. Hein, moi, je ne parle pas des Moi non plus. Je parle du pôle politique. Et en plus, je suis pas témoin oculaire. J'ai rien vu. Hein, non, mais ce qui est clair, c'est que Najed Vallaud-Belkacem, elle veut se présenter à Villeurbanne. Et que elle prépare le terrain. Et que sans le vote des musulmans, elle sera pas élue. Donc elle se redit qu'éventuellement peut-être il faut faire attention à ce qu'on raconte. Donc on aime ou on n'aime pas là sur le coup? Oui, bah on est obligé d'aimer parce que quand même c'est du bon sens. On aime et puis ça en dit long dans ce pays, quoi. C'est pour ça que dans ce pays d'ailleurs, à la défense, hein, ils étaient en manque de personnes qui comprennent l'arabe. C'est la France, quoi. Dernière petite info, une information un peu légère, des applications téléphoniques ont fait leur apparition pour apprendre à faire le Hajj et c'est destiné aux jeunes. J'aime ou j'aime pas? Bah, pourquoi pas? Enfin, je veux dire. Ousmane? Je sais pas, j'ai pas d'avis. Une application pour apprendre à faire le Hajj? C'est bien. Je sais pas. Bon, très bien. Je sais pas. Eh bien, c'est sur cette incertitude que nos chemins vont se séparer, messieurs, pour cette semaine en tout cas. Ousmane Tibram, merci. Merci à vous. Bouakaz, merci. À très vite. À bientôt. Très bientôt.